Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci encore pour votre participation. Vous êtes encore très nombreux à nous suivre sur ce web marketing. C'est la dernière, ça sent la rentrée, mais c'est pas encore le cas. Du coup, on va profiter de cette dernière session pour approfondir encore nos compétences. Et aujourd'hui, c'est Christopher qui nous fait le plaisir d'être parmi nous pour pouvoir vous dévoiler comment positionner votre site Internet en première position sur Google. Donc, Christopher, merci à toi et je te laisse la parole. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi de pouvoir clôturer cette session de cahier de vacances avec un sujet aussi important que le référencement. Donc, on va attaquer sans plus attendre. Je vais partager mon écran pour défiler les quelques slides qui vous permettront de suivre le plan et l'organisation de cette présentation. Et je répondrai avec plaisir à vos questions, effectivement, en fin de session. C'est parti. Hop. Confirmez-moi quand c'est OK de votre côté pour le retour écran. Alors, c'est OK, Christopher. J'ai Nathalie qui semble avoir un problème de son. Est-ce que pour tout le monde, c'est OK? Alors, Nico me dit que c'est bon. Retour écran OK. OK. Ça a l'air d'être bon pour tout le monde. On est parti? OK, on est parti. Très bien. Alors, pour bien commencer les choses, je vais commencer par me présenter. Donc, Christopher Legui, je suis consultant et chef de projet depuis un certain temps maintenant, depuis 1999, dans différentes structures, hein, des petites agences, des plus grandes agences, dans le privé, enfin, du moins dans des entreprises. Et je suis récemment cofondateur ou copapa d'une agence qui s'appelle 4h4, donc dont le siège est basé à Poitiers, mais nous n'avons pas de locaux, nous travaillons tous en télétravail ou chez nos clients. Et 4h4 est spécialisé, selon nos compétences, dans le conseil, l'accompagnement, la conception, réalisation de projets numériques, principalement des sites et des applications web. Donc voilà, on conseille, on fait du coaching et puis on fait de la production, de la réalisation avec mes deux associés, François Gagliotto et Mathieu Bozek, respectivement pour la direction de création et puis la partie développement. Voilà, pour ce qui est de moi et de 4h4. Alors, je vais commencer par un petit avertissement. Le sujet du référencement naturel et du référencement payant sont des sujets très, très denses, vous le savez très certainement. Nous avons 1 heure de présentation. Je vais essayer de couvrir un maximum de choses, mais je ne pourrai pas couvrir probablement tous les sujets, en tout cas pas suffisamment en profondeur. Vos questions seront là, effectivement, pour compléter mes propos ou les éventuelles omissions sur ce sujet-là. Et bien entendu, j'aurai plaisir à échanger avec ceux d'entre vous qui auraient des questions complémentaires par la suite ou à orienter vers des ressources d'information puisqu'effectivement, le sujet est très, très complexe. Alors, quelques définitions pour commencer, mais pas trop pour ceux qui ne le sauraient pas déjà. Donc, on va parler de référencement naturel et d'optimisation pour les moteurs de recherche, qu'on appelle le SEO en anglais, Search Engine Optimization. On va aussi parler un petit peu de son frère ou de sa sœur, le SEA, Search Engine Advertising, donc publicité sur les moteurs de recherche. On va voir la différence effectivement dans le contexte. De la même manière, souvent, vous allez entendre parler de résultats naturels ou organiques qui concernent effectivement les résultats de recherche qui ne sont pas sponsorisés, à l'opposé des résultats sponsorisés qui sont les résultats publicitaires pour lesquels on paye pour obtenir un positionnement. Je vous parlerai de l'index Google qui est la base de données en fait pour faire simple. Alors, je vais prendre quelques raccourcis en termes de sémantique. Les initiés qui participeraient à cette présentation ne m'en veuillent pas. C'est pour les besoins de la compréhension. Donc, c'est, on va dire, la grosse base de données des pages web qui sont connues par Google. Et puis, pour le reste, eh bien, nous verrons les définitions en chemin. Là aussi, s'il y a des mots qui vous échappent, n'hésitez pas à intervenir dans le chat. On pourra faire une petite pause sur les slides pour éclaircir une définition qui ne serait pas suffisamment limpide dès le départ. Alors, c'est important de comprendre le contexte dans lequel on s'inscrit. Bien souvent, effectivement, on a des clients qui arrivent en nous disant je veux que mon site soit premier dans Google, c'est le sujet de ce cahier de vacances d'ailleurs. Malgré tout, autre spoiler alerte,
je ne peux pas garantir que vous obtiendrez la première place, mais il faut comprendre en fait de quoi il en retourne et surtout dans quel environnement on se présente. Et souvent aujourd'hui, je commence pour les personnes qui viennent avec cette question par expliquer ce contexte-là. J'ai eu la chance de commencer ma carrière à une époque où on arrivait à placer des sites en première page de Google très facilement puisque ça tenait à peu de choses, notamment à de simples mots-clés et quelques petites astuces qui n'ont plus cours aujourd'hui, fort heureusement. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, on a un phénomène déjà, c'est que Google détient près de 90% du marché des recherches. C'est une tendance de comportement qui tente à changer un petit peu. On pourra en parler rapidement en conclusion, mais aujourd'hui, les nouvelles générations, les usages changent un peu. Le moteur de recherche n'est plus forcément le point d'accès principal d'une recherche. Mais en tout cas, lorsqu'une recherche se fait à travers un moteur de recherche, Google détient encore près de 90% de ses parts de marché. Donc, quand on parle de référencement naturel, on parle effectivement de référencement avant tout dans Google. 60% de ces recherches seraient faites pour un mobile. J'emploie le conditionnel parce que depuis un mobile, pardon, puisque effectivement cette statistique est donnée par Google. Malgré tout, on peut imaginer que dans nos comportements actuels, beaucoup de recherches s'effectuent depuis notre mobile, voire depuis des assistants tels que des assistants Siri, OK Google, voire des devices dédiés. Alors, pour savoir de quoi on parle, l'index de Google, c'est-à-dire sa base de données, elle contient des centaines de milliards de pages web. Si on devait faire effectivement un rapport en taille, c'est plusieurs centaines de millions enfin supérieur à 100 millions de gigaoctets. C'est pour ça que quand on veut être premier, il faut effectivement voir premier, mais parmi combien de personnes et combien de pages sur un même sujet. Et c'est ça qui est très, très important, c'est d'imaginer qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Chaque jour, on a 3,5 milliards de recherches qui sont effectuées sur Google. Alors, ce sont des statistiques mondiales, bien entendu. Et la durée des moyennes d'une session de recherche est légèrement inférieure à 1 minute. Elles sont très, très courtes. Effectivement, il y a en termes de comportement, je fais un petit aparté, j'en ferai plusieurs, pardonnez-moi, mais c'est un défaut que j'assume. Aujourd'hui, Google a remarqué, vous avez d'ailleurs quelques liens que je vous ai mis, que vous retrouvez en bas de chaque slide qui vous permettront d'approfondir chaque sujet. Google a remarqué que les comportements de recherche changent depuis quelques temps et notamment les utilisateurs de Google parfois ne cliquent même plus sur un lien de résultat, notamment les plus jeunes générations, puisque Google est capable de leur donner la réponse directement dans la page. Donc, on a beaucoup effectivement de résultats où aujourd'hui, je peux appeler un lieu, contacter un lieu ou une entreprise sans même être passé par le site de l'entreprise, ne serait-ce qu'avec les résultats que propose Google. Donc, non seulement, vous le savez probablement déjà, au-delà de la première page de Google, c'est compliqué d'avoir de la visibilité, même si les statistiques démontrent que la première position n'est pas forcément la plus efficace, notamment en référencement payant. Mais aussi le temps passé sur chaque page de résultat est très très court. Donc on a besoin d'être efficace et de se faire comprendre tout de suite. Mais j'y reviendrai. Voilà, et chaque année, tiens, une petite erreur de traduction, entre 16 et 20% des recherches Google n'avaient jamais été faites auparavant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord qu'il y a des nouveaux produits et services, mais ça veut dire aussi que lorsque vous essayez de vous positionner, il faut vraiment penser à toutes les manières de formuler de vos utilisateurs les recherches. Et, mais nous en reparlerons également, les recherches faites par les utilisateurs, contrairement à ce qu'on peut penser, ne se font pas très fréquemment sur un seul mot, mais compte tenu du nombre de résultats de recherche proposés, se font de plus en plus sur des phrases de 2 ou 3 mots, voire plus. Et qui plus est, il faut penser au vocal, qui est de plus en plus présent. On utilise tous soit la commande vocale de notre téléphone ou voire des assistants vocaux, font qu'on fait des recherches un petit peu plus longues. Donc, c'est intéressant d'aller chercher ces recherches un petit peu plus longues, ce qu'on va appeler la long train. Je réexpliquerai ce phénomène ultérieurement. Alors, une fois qu'on a vu le contexte, comment ça marche exactement le référencement dans Google? D'abord, il faut savoir qu'il y a des robots, des petits programmes de Google qui parcourent continuellement le web et qui vont chercher les nouvelles pages à indexer. Alors, comment ils font ces robots? Ils ont plusieurs manières de faire. La principale, en fait, c'est qu'ils vont suivre les liens des pages qu'ils connaissent déjà. Ils vont passer de lien en lien. Et donc, aller d'abord sur tout le site qu'ils connaissent en découvrant de nouveaux liens et puis en allant vers les liens externes, donc vers d'autres sites que font ces pages-là. L'autre
moyen principal, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle des sitemaps. Alors, le sitemap, c'est un petit fichier au format XML, donc un fichier informatique, qui est déposé sur le serveur d'hébergement de votre site et qui donne une sorte de carte de toutes les pages, une liste de toutes les pages de votre site en indiquant la priorité de la page par rapport aux autres et le délai de rafraîchissement. Cette petite carte va aider en fait le travail des robots d'indexation. Alors, il y a d'autres petites choses qui aident les robots. Il y a un fichier qu'on appelle robot qui leur dit ce qu'il faut ou pas indexer sur votre site, donc ce qu'il faut enregistrer en base de données. Il existe encore sur Google, si vous tapez dans Google ajout URL Google, des interfaces qui permettent de dire à Google coucou, ma page web existe, elle vient d'être créée. Mais la plupart du temps, et vous en avez peut-être déjà fait l'expérience, ce n'est pas la peine puisque soit par le biais du parcours des liens, soit parce que Google en fait connaît les adresses des serveurs des principaux hébergeurs. Lorsqu'un nouveau site est mis en place, il est souvent très très rapidement indexé dans les résultats de Google, pas forcément à la place que vous souhaiterez, mais très visible, avec le phénomène qu'on constate parfois, c'est qu'un site en cours de développement, si on ne l'a pas protégé de l'indexation des recherches de Google, ce site est automatiquement visible déjà dans les pages de Google, ça va très très vite. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que tous ces résultats ne sont pas stockés sur un seul ordinateur, sur un seul serveur, bien entendu. C'est stocké à travers les différentes fermes de serveurs de Google à travers le monde. Et ça a un petit impact sur la manière dont les résultats vous sont présentés. Ensuite, une fois que toutes ces pages donc sont rentrées dans la base de Google, au moment d'une recherche, en fait, Google, et pour évaluer la qualité d'une page ou sa pertinence par rapport à un résultat, Google va utiliser plusieurs algorithmes, donc processus de traitement, on va dire, avec à peu près 200 critères pour déterminer la pertinence entre la recherche effectuée et la page web. 200 critères, c'est beaucoup. Ils sont tous… alors, c'est sur ces 200 critères, en fait, vous pouvez trouver une liste de ces 200 critères, notamment dans le lien que je vous ai mis en bas, qui est un lien Google que je vous recommande de voir, qui explique justement plus en détail la manière de référencer les pages. Il y a des critères, en fait, qui sont assumés, pas d'autres, des critères officiels, officieux, et puis il y a des critères qui ont plus ou moins de poids. Je vous donne un exemple dont on entend souvent parler. On dit, tiens, est-ce que mon nom de domaine doit comprendre des mots-clés? Eh bien, pendant quelque temps, ça a été un impact fort, ça a eu un impact fort sur la qualité de votre référencement. Aujourd'hui, c'est encore dans les critères annoncés par Google, mais l'impact serait très très mineur, voire même certains algorithmes récents de Google pénaliseraient certains sites qui utilisent ces mots-clés dans le nom de domaine, puisque souvent assimilés à des sites des contenus de faible qualité. Donc, ça pourrait même être préjudiciable au référencement. Donc, c'est pour ça que ces critères sont à prendre avec des pincettes. Le meilleur conseil que je puisse vous donner à ce stade, si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez prendre en main vous-même votre référencement, c'est de suivre les sites spécialisés. J'ai mis un certain nombre de liens en fin de document pour vous permettre de savoir quels sont les critères qui sont les plus importants à une période donnée, puisque ce serait pas drôle si tout ça ne changeait pas régulièrement. Enfin, par rapport à ces critères, bien, Google va alors attribuer ce score donc à chaque page pour construire la page de résultats de recherche. Dans le jargon, une page de résultats de Google, de recherche Google, enfin de recherche d'ailleurs s'appelle une SERP, Search Engine Result Page. Pardonnez mon accent anglais. Et donc, c'est fonction de ces 200 critères que la page va être positionnée. Alors, je vous en ai mis quelques-uns ici, mais bien entendu, il n'y a pas les 200, pour vous donner un aperçu de la diversité des critères qui vont entrer en compte. Je reviendrai plus en détail sur les plus importants, mais effectivement, on voit qu'on a des critères d'ordre technique qui peuvent être les performances du site, c'est-à-dire les temps de chargement, la compatibilité du site avec les mobiles, la qualité du code source, les erreurs qui sont générées dans le code source, des critères qui sont liés vraiment au contenu, donc la longueur du contenu, la qualité même du contenu, la présence des mots-clés bien entendu dans la page et leur répétition, l'utilisation de ces mots dans des zones précises du site, l'ancienneté du site, ce qu'on va appeler l'autorité ou l'ancienneté du nom de domaine, et puis il y a des critères comportementaux.
qui vont être, par exemple, le temps que les utilisateurs passent sur le site, le nombre de fois où le site a été cliqué dans les pages de recherche Google. Donc ça, c'est un peu déroutant parce qu'on se dit, finalement, mieux je suis référencé, plus je suis cliqué, plus je suis cliqué, mieux je suis référencé. C'est un peu un cercle vicieux. Mais ce qui peut donner une indication sur l'intérêt d'aller chercher du clic dans les pages de recherche, et notamment un critère que Google n'avoue pas, mais que j'ai pu, pour ma part, et mes clients, même qui l'ont fait, ont pu vérifier, ou nos confrères ont pu le vérifier, c'est que souvent, le fait de lancer une petite campagne de référencement payant, donc de Google Ads, pour doper la visibilité d'une page, va fonctionner. Alors Google n'avoue pas ce critère puisque ça voudrait dire oui, faites des campagnes payantes pour être mieux référencé en naturel. Ce serait pas effectivement très pertinent commercialement, mais c'est la réalité. On observe effectivement que des pages un peu enterrées dans les résultats vont gagner quelques places si on leur donne de la visibilité en référencement payant à un moment donné. Je m'arrêterai aussi sur deux critères dont on entend beaucoup parler récemment. On parle des critères EAT. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de les prononcer en anglais, mais en français, ça va concerner l'autorité et la crédibilité du site. C'est-à-dire, quelle est la crédibilité du site et de la personne qui me parle à travers ce site. Donc, pour mesurer ça, en fait, Google va utiliser plusieurs critères. Il va d'abord scanner le web pour savoir si la marque qui s'exprime est connue sur son domaine d'expertise, c'est-à-dire qu'il y a d'autres sites où elle parle, où cette marque est citée par rapport à son domaine d'expertise. Et ça va même jusqu'à l'auteur, si c'est une personne qui est nommée, notamment pour les blogs, par exemple, pour les billets d'actu que vous rédigez. Si la personne qui est citée en auteur de ce sujet est une personne qui fait référence sur le domaine. Autre critère qui va être utilisé, ça va être les avis. Donc les plateformes telles qu'Avis Vérifié ou les avis Google, à partir d'un certain nombre d'avis, en fait, ça peut être intéressant de les utiliser, de les diffuser sur son site, puisque Google va tenir compte de la notoriété et des avis des personnes pour estimer la crédibilité d'une page. Autre critère que je n'ai pas mis là, mais dont on entend parler parfois, c'est les critères Your Money, Your Life. Alors, ça concerne un nombre limité de sites, mais en fait, si vous êtes dans un secteur qui, comme le nom l'indique, en fait, concerne directement l'argent ou la vie des utilisateurs, donc ça va être des secteurs comme la santé, comme la finance, par exemple, comme l'assurance. Sur ces secteurs-là, Google va appliquer des critères très, très spécifiques de crédibilité, notamment. Voilà, et de sécurité également de l'émetteur. Alors, c'est pas tout, puisqu'en fait, au moment où vous faites votre recherche, il y a d'autres critères qui vont rentrer en compte et qui sont importants aussi à prendre en considération, notamment lors de vos tests. Alors, sur le haut de la slide, vous avez des petites astuces. J'essaierai de passer dessus rapidement. Si je les oublie, vous pourrez les regarder à partir du support. Donc, d'abord, la géolocalisation. Effectivement, quand je fais une recherche, Google, la plupart du temps, si vous avez autorisé la géolocalisation, va utiliser l'endroit où vous vous trouvez. Et ça veut dire que lorsque vous faites une recherche pour voir comment est positionné votre site, vous ne voyez pas les mêmes résultats qu'une personne qui est située dans une autre ville ou dans une autre zone de la France ou du monde. Important à prendre en compte. Le serveur Google qui traite votre demande, effectivement, comme je vous le disais, les résultats sont stockés sur plusieurs sites et en fait, l'index Google n'est pas forcément de la même qualité ou à jour sur tous les sites. Donc, selon l'endroit où vous faites votre recherche, la première position que vous avez devant vous, peut-être que quelqu'un qui est ailleurs ne l'a pas, ou même quelqu'un, si vous la faites à différents moments de la journée sur votre ordinateur, vous ne l'avez pas parce que le serveur qui traite votre demande ne renvoie pas forcément la bonne page. Alors, c'est notamment vrai pour les pages qui sont indexées récemment. Vos habitudes et comportements de recherche, et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais Google, comme les autres GAFAM, stocke beaucoup de données sur ce que l'on fait. Et effectivement, sauf à ce que vous naviguiez en navigation privée, les recherches que vous avez fait précédemment et vos habitudes de recherche vont faire que Google va adapter les résultats par rapport à ce que vous avez l'habitude de rechercher. Donc, ça peut effectivement perturber la manière dont vous voyez votre référencement naturel. C'est le cas aussi effectivement de votre historique de navigation par rapport au site que vous avez déjà visité. Alors ça, c'est un critère qui va aussi impacter en cas de référencement sponsorisé. C'est ce qu'on va appeler le remarketing. Vous avez tous et toutes été déjà exposés à ce phénomène. Vous regardez, vous souhaitez acheter un nouveau lave-linge, vous vous promenez sur Internet.
Puis, lorsque vous revenez dans un site quelconque ou sur les résultats de Google, vous revoyez ce même lave-linge revenir dans des résultats de recherche qui soient sponsorisés la plupart du temps, hein, ou sur des sites dans des bannières publicitaires. Et puis, il y a les différentes mises à jour des algorithmes Google. Comme je vous disais, ces 200 critères, en fait, ils sont liés derrière à des algorithmes, à des processus que Google utilise pour classer des sites. Et très régulièrement, plusieurs dizaines de fois par an, même beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup de retouches mineures, hein, il peut y avoir des milliers de retouches dans une année, mais on va dire une dizaine de fois par an, Google va sortir des mises à jour un peu importantes de ces algorithmes, voire un algorithme de temps en temps très important. On leur donne des doux noms enfin on leur donnait jusqu'à présent des doux noms d'animaux. On a eu pingouin, on a eu panda. Maintenant, la norme de nommage a changé. On parle de core update. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque Google met à jour ses algorithmes, ça peut complètement impacter votre référencement. Et donc, toutes les places que vous aviez acquises jusqu'à présent peuvent être mises à mal par un nouvel algorithme. Alors, je vais vous rassurer, globalement, si vous respectez les bonnes pratiques qu'on va voir ensemble, vous avez peu de chances d'être impacté. Malgré tout, si un de ces nouveaux critères que Google prend en compte n'est pas appliqué sur votre site, on va prendre un exemple qui a été le cas récemment, il y a eu la compatibilité mobile, eh bien tous les sites qui n'étaient pas optimisés pour mobile, lorsque Google a mis à jour un algorithme visant à favoriser la visibilité des sites qui sont adaptés au mobile, eh bien votre site va plonger dans les résultats de recherche. Alors, sur quoi se basent ces algorithmes? La plupart du temps, c'est simplement du bon sens. Et d'ailleurs, je le dirais, je le dis toujours et je le redirai, le référencement est avant tout une question de bon sens. Faites des sites web qui sont, en termes de contenu et en termes de caractéristiques, adaptés à l'utilisateur, qui sont pertinents, et déjà vous avez mis de votre côté une bonne partie des critères pour le référencement naturel. Puisque Google tente à reprocher, et l'intelligence artificielle que Google utilise pour l'analyse des résultats, ou le machine learning, essaye de reproduire des comportements humains. Je vous l'ai mis d'ailleurs en référence à la fin, mais je vous invite, encore une fois pour ceux qui souhaiteraient creuser le sujet, à lire un document de Google qui s'appelle Quality Guidelines ou Guidelines for Quality Readers. En fait, c'est un document qui est à la destination des personnes qui font des évaluations de qualité humaine des résultats et qui explique comment Google demande à évaluer la qualité d'un résultat de recherche. Et en fait, quand on comprend ça, on comprend comment fonctionnent les algorithmes. Alors, c'est tout bête, hein, c'est la pertinence de la page, la pertinence du texte, du résultat. Est-ce que ça correspond bien? En gros, est-ce que ce que je vais afficher dans la page de recherche répond immédiatement à la question que se pose l'utilisateur? Et gardez ça en tête d'ailleurs pour votre référencement naturel. Essayez de vous dire, lorsque quelqu'un fait une recherche, il faut que la page que je lui propose au regard de cette recherche essaye de répondre le plus immédiatement possible à sa question. Sinon, c'est que je suis hors sujet. Donc voilà, ces mises à jour vont être importantes. Il y a pas mal de ressources et de sites pour les suivre. La petite astuce, c'est lorsque vous faites vos tests, d'abord, mettez-vous en navigation privée sur votre navigateur, de manière à éviter tout phénomène de personnalisation, géolocalisation. Et puis aussi, vous pouvez solliciter des personnes autour de vous, des utilisateurs ou des amis. J'ai quelques connaissances et clients qui font ça, qui s'intéressent au sujet du référencement et qui gèrent leurs optimisations eux-mêmes et qui demandent à leurs utilisateurs habituels de vérifier des choses pour être certain que leur regard est tout à fait objectif. Alors, pour le SEA, pour la publicité, ça se passe comment? C'est pas tout à fait pareil, encore que. D'abord, lorsque vous mettez en place une campagne de référencement payant, d'abord, vous choisissez votre type de campagne. Donc, il y en a plein, je les ai listés ici, mais il y a différents types de présence dans Google. Ça peut être les résultats de recherche naturelle, mais ça peut être aussi les sites partenaires ou, bien entendu, YouTube ou des annonces shopping, nous les verrons. Définir les paramètres de la campagne, tout ce qui est durée, budget, stratégie d'enchère et ciblage. Rédiger des extensions et des annonces et extensions d'annonces, c'est-à-dire ce qui apparaît sur vos annonces. On va voir après, hein, vous inquiétez pas comment ça se présente. Et puis, vous définissez les mots-clés pour lesquels vous souhaitez apparaître. Donc, le référencement payant, c'est quoi? C'est, vous dites à Google, notamment pour Google Ads, hein, mais c'est valable pour les autres systèmes Bing Ads, voire Facebook Ads, à quel type de public et pour quels mots-clés vous souhaitez afficher votre annonce, votre résultat de recherche, dans le cas d'une annonce sur le réseau de recherche.
Sur ces mots-clés, Google va vous donner une enchère qui est fonction de la demande et des autres annonceurs pour être présents sur ce mot-clé. Et à partir de ce mot-clé et des autres paramètres, le planning de votre campagne, la manière dont vous souhaitez dépenser votre budget, le moment où vous souhaitez diffuser votre annonce et la durée, Google va diffuser votre annonce. Petite astuce pour ce qui est des choix que vous allez faire lorsque vous allez faire des campagnes Google Ads. D'abord, utilisez plusieurs formats. N'hésitez pas à utiliser tous les formats proposés par Google, ou en tout cas un maximum par rapport à ce que vous pouvez proposer. Google aime bien qu'on utilise ces produits. Suivez, renseignez-vous sur les recommandations. Il y a un lien sur la slide là, sur les recommandations, sur les bonnes pratiques pour la rédaction des annonces. Essayez d'utiliser le maximum des options qui sont proposées. C'est ce que recommandent en général les conseillers Google Ads, d'utiliser toutes les options qui sont proposées en termes d'extension d'annonces, en termes de format. Il est recommandé de rédiger par exemple 3 annonces minimum pour chaque campagne que l'on fait, de mettre 3 extensions d'annonces. Voilà, donc suivez ces recommandations. Et puis, je le redis ici, pensez à la longue traîne. Alors, une petite définition, la longue traîne, c'est quoi? La longue traîne, en fait, ça concerne les recherches très spécifiques que peuvent faire les utilisateurs. Mais en fait, on constate que, mis bout à bout, ces recherches spécifiques qui sont peu concurrentielles, sur lesquelles il y a peu de monde, peuvent générer un trafic de meilleure qualité et plus de trafic que les recherches qui sont très très larges. Un exemple très concret, je suis dans l'immobilier, je positionnais mon site, j'aurais tendance à vouloir le positionner sur location appartement ou location appartement Poitiers si je suis basé à Poitiers. Sur ces mots-clés-là, il va y avoir énormément de monde. Par contre, si je fais en sorte d'être positionné sur la typologie de mon logement, peut-être location T2, quartier Couronnerie Poitiers, il y a moins de monde déjà qui est présent. Et puis, si je fais en sorte que l'annonce pour ce logement-là, qui est bien situé quartier des Couronneries, qui est bien un T2 et qui est en location à Poitiers, eh bien, je vais être pertinent pour le résultat de recherche et je drainerai un trafic de qualité. Donc, ce qu'il faut chercher effectivement, c'est aller chercher ces petites places sur lesquelles il y a moins de monde et qui vont permettre de capter des utilisateurs mieux qualifiés plutôt que de ratisser très très large et d'avoir finalement beaucoup d'utilisateurs, surtout que dans le cadre du référencement naturel, vous aurez du mal à vous placer, mais éventuellement si vous y arrivez, vous allez générer beaucoup de monde, c'est pas très grave. Par contre, dans le cadre du référencement payant, vous allez être sur des mots-clés qui coûtent très cher et vous allez générer un trafic de très faible qualité, et donc vous allez dépenser votre argent pour pas grand-chose. Voilà, j'ai mis 2-3 autres trucs, puisqu'en fait, ça se résume pas à ça. Les experts du SEA, voilà, s'inscriraient en faux par rapport peut-être à tout ce que je dis, en tout cas sur le fait que c'est insuffisant. Il y a pas mal de critères, mais voilà, tenez compte de ça. Globalement, si je dois résumer, pour le SEA, Google va prendre les paramètres de votre campagne, donc la durée, le budget, les mots-clés, en compte pour le positionnement, mais aussi la pertinence de votre annonce et la page cible, et va utiliser les mêmes critères que pour le SEO. C'est-à-dire que, au risque de vous décevoir, le fait de faire de la publicité sur Google ne vous dispense pas de mettre en place tous les critères et bonnes pratiques que l'on va voir à suivre sur le référencement naturel. Vous devez malgré tout avoir un site de qualité, des contenus pertinents, puisque en dernier recours, Google Ads va attribuer une note de qualité à votre annonce. Cette note de qualité va impacter directement votre visibilité et le coût de l'enchère. Et si vous avez un site qui n'est pas adapté pour le mobile, qui n'est pas performant techniquement, dont les contenus, si la page que vous avez mis en cible derrière votre annonce n'est pas pertinente, vous n'arriverez pas à vous positionner ou avoir des résultats satisfaisants en termes de référencement payant. Donc voilà, il faut d'abord travailler son site de manière à ce qu'il soit optimisé pour pouvoir être performant en référencement payant. Alors, on va regarder très rapidement à quoi ressemble une page de recherche. Je vais changer d'écran. Est-ce que c'est OK pour vous? Vous avez bien le retour de l'écran sur la fenêtre de navigateur? Si quelqu'un peut me le dire. Alors moi, c'est OK. Et très bien. Dans le chat, c'est bon. OK, très bien. Donc, en fait, dans une page de résultats de recherche, alors j'ai fait une recherche quelconque, la page de résultats peut changer selon la nature de recherche. Celle-ci, elle a le mérite d'être assez complète. Donc, on va avoir des résultats qui viennent de Google Shopping. C'est du sponsorisé, c'est le fait de pousser vos produits dans les résultats. C'est ce que vous voyez en haut de page. Donc là, on passe par Google Ads pour faire ça. On met en place un flux de produits. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait trop long. Mais il faut savoir voilà, que si vous voulez positionner des produits ici, il faut vous intéresser à Google Ads et faire en sorte que votre
de mettre en place un flux de produits depuis votre site marchand sur Google pour pouvoir promouvoir votre produit ici. Ensuite, là, on a des résultats naturels. Alors, j'ai pas d'annonce, on pourra faire une autre recherche pour avoir des annonces traditionnelles, mais là, ce sont des résultats de recherche naturels. On a des photos. Ça vient de Google Images, donc c'est des photos qui sont prises sur le site. On a des résultats qui sont poussés par Google Maps ou parfois Google My Business. Alors, petite astuce justement pour ceux qui ont un local physique. La première chose à faire sur le référencement naturel, c'est de créer une fiche sur Google My Business qui va vous permettre justement d'occuper une place. On va voir un aperçu ici par exemple. Voilà, c'est la place qui est à droite. Ici, qui est une super place qui vous permet d'être tout de suite visible dans les résultats avec un certain nombre d'informations sur vos horaires d'ouverture, les avis, etc. Enfin, certainement, vous le connaissez dans notre navigation quotidienne sur Google. On arrive à avoir un très bon positionnement. Ne serait-ce qu'avec ça, avant de référencer votre site web, pensez déjà à faire une page Google My Business. Donc, les résultats qui vont être effectivement géolocalisés. Alors, si vous êtes dans l'hôtellerie, vous avez même des options qui vous permettent d'avoir, toujours lié à Google Ads, la disponibilité de vos chambres ou de vos gîtes, les horaires, les disponibilités et les prix fonction des dates, pardon. Voilà, tout un tas d'informations qui vont apparaître ici avec une possibilité de recherche directement dans Google. Là, dans mon cas, il y a une recherche par marque sur les appareils photo. Donc, Google va me proposer des recherches. Vous avez une petite chose comme ça qui s'appelle les autres questions posées. J'y reviendrai puisque ça a son importance. Ce sont les questions les plus fréquemment posées par les internautes concernant votre requête. Et donc, Google va reprendre des questions en lien en allant chercher des contenus sur des sites qui répondent directement à cette question. On est assez proche de ce que je vous disais tout à l'heure sur les guidelines pour l'évaluation de la qualité. Eh bien, ces sites-là qui répondent directement à la question sont bien positionnés par rapport à la page de résultats de Google. Et puis, on a d'autres résultats donc, de l'univers de Google, comme Google Actualité, par exemple, qui est proposé ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en plus, il y a des articles d'actualité qui parlent de votre marque ou qui sont en lien avec votre sujet, ils peuvent apparaître éventuellement dans les résultats. On n'a pas de vidéo YouTube, mais on pourrait très bien avoir des suggestions de vidéos YouTube par rapport à cette requête-là. Si je regarde l'autre page ici, donc ça c'était simplement pour vous montrer effectivement le résultat en référencement via Google My Business. Je vais essayer de mettre une autre recherche pour avoir des résultats sponsorisés. Alors j'en ai pas ici, c'est pas grave. On va faire en dehors de Google Shopping, on va faire location appartement. Alors, c'est intéressant, c'est que je n'arrive pas à en avoir. Alors, on va acheter. On va faire des requêtes à la mode. Alors, c'est bizarre parce que je suis pas en navigation prisée, mais j'ai pas de publicité. C'est pas grave, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un résultat. De toute façon, ça ressemble exactement à un résultat naturel, mais en fait, simplement, vous avez écrit sponsorisé ou annonce à côté. Mais l'utilisateur lambda ne différencie pas forcément les deux résultats. D'ailleurs, c'est pour ça une autre petite astuce sur le référencement payant. Évitez, sauf à ce que ce soit vraiment pour de la notoriété, à acheter le mot-clé de votre marque. Puisque théoriquement, vous devriez être bien référencé naturellement lorsque les gens vont taper votre marque. L'erreur que font beaucoup de personnes, c'est de dire tiens, je vais acheter le mot-clé de ma marque, ce qui va avoir pour effet que Google va me positionner en premier, sauf que les gens vont cliquer sur référencement, le résultat sponsorisé, donc vous faire dépenser des sous pour venir sur votre site, alors que juste en dessous, vous avez le résultat naturel. Donc voilà, très rapidement, l'anatomie du résultat de recherche. Vous avez l'adresse de la page en haut, vous avez le titre de votre page donc qui est pris directement sur votre site, une courte description qui va être prise dans le corps de texte de votre page, donc ce qu'on appelle les balises méta-description, ou dans le texte visible, pardon, dans le code ou dans le texte visible. Vous avez les liens de site. Alors, c'est pas vous qui choisissez, on a souvent cette question. Ces liens, c'est Google, fonction des clics des utilisateurs dans le résultat de recherche, va choisir les pages qui lui semblent le plus pertinentes. Vous pouvez demander à ce qu'une page soit rétrogradée, c'est-à-dire qu'elle disparaisse, mais vous ne pouvez pas choisir les pages qui apparaissent ici. Et vous avez les avis. Quand vous avez un certain nombre d'avis, Google va utiliser les avis dans les résultats de recherche. Sur un résultat sponsorisé, c'est la même chose. Vous avez l'URL de la page, sauf que là, c'est vous
qui choisissez comment vous la formulez. Alors, elle est forcément celle de votre site, mais la deuxième partie peut être personnalisée. C'est pas forcément la vraie page qu'il y a derrière. Le titre, c'est pareil. C'est pas forcément le titre de la page qu'il y a derrière. La description, c'est la même chose. Et les liens de site, vous avez la possibilité de les choisir. Donc, c'est là, vous choisissez. Et c'est vrai que ça ressemble étrangement à un résultat de recherche naturelle. C'est voulu. Et puis, les avis, vous pouvez les utiliser. Alors, il faut avoir, je crois, de mémoire, un 150 avis pour pouvoir utiliser les avis dans les campagnes Google Ads. Mais lorsque vous en avez, vous pouvez les utiliser puisque c'est un critère qui va impacter le comportement des utilisateurs. Et puis, les extensions de liens, c'est par exemple mettre un numéro de téléphone dans votre annonce ou un téléchargement d'application. Enfin, voilà, il y a plein d'extensions de liens possibles qui viennent compléter l'annonce et Google aime bien qu'on les utilise. Alors, la méthodologie. Première étape, d'abord se renseigner sur les habitudes et les comportements de recherche de vos utilisateurs cibles. Ce que vous le faites pour vos clients, vos utilisateurs. Donc, essayez de savoir comment ils recherchent, quel vocabulaire ils utilisent. Pour ça, vous pouvez très bien utiliser votre entourage ou des clients fidèles pour faire un petit échantillon d'utilisateurs et leur dire mais comment vous chercheriez mon produit, ma marque sur Internet et de voir, ça peut être très instructif, ce qu'ils tapent et vous inspirer de cela pour définir effectivement comment vous allez vous positionner. Analyser la concurrence, donc les sites concurrents des vôtres, quelle est leur position dans les résultats de recherche, les mots-clés qu'ils utilisent, les places qu'ils occupent, pour voir où est-ce que vous pouvez vous positionner par rapport à ça. Identifier les mots-clés les plus pertinents, donc à partir de ce que vous avez retiré des 2 étapes précédentes, ceux qui vont répondre aux besoins de vos utilisateurs, qui vont générer du trafic de qualité, c'est-à-dire pas forcément, comme je disais tout à l'heure, ciblé large, mais ciblé précis, et ceux sur lesquels vous aurez le plus de chances de vous positionner. C'est-à-dire pas forcément sur lesquels il y a des millions de résultats. En haut d'une page de Google, je ne sais pas si on l'a vu tout à l'heure, mais voilà, j'ai le nombre de résultats qui apparaît ici. Lorsque j'ai 1 270 000 résultats, même pas c'est 12 700 000 résultats par rapport à cette requête, ça va être difficile de me mettre en première position, puisqu'il y a beaucoup de monde sur la place. Toujours en lien, en bas de chaque slide, vous avez quelques outils qui vous permettent de définir les mots-clés. Pour définir les mots-clés, pour définir les mots-clés, en fait, vous pouvez utiliser des plateformes comme Google Trends qui vous permettent de choisir entre 2 mots-clés. Alors, il faut qu'il y ait suffisamment de recherche, mais est-ce que je dois mettre louer un appartement ou location appartement? Eh bien, ça va vous dire quelles sont les recherches les plus faites entre ces 2 termes selon une région ou un pays. Vous avez l'outil de planification des mots-clés de Google Ads, qui est un bon outil pour savoir quel est le volume estimé sur des mots-clés. Et puis, vous avez des outils tels que SEMrush qui vous permettent de voir quelles sont les personnes qui se positionnent par rapport à un nom de domaine sur des mots-clés et quels sont les mots-clés et le trafic attendu. Ensuite, la matière première. Alors là, je vais sûrement faire écho à d'autres présentations que vous avez eues pendant les cahiers de vacances. Tout d'abord, essayez de produire des contenus qui sont utiles et originaux, c'est-à-dire véritablement, alors évitez bien entendu le copier-coller de contenus qui viendraient de documentation de vos fournisseurs et que vous trouvez déjà sur Internet, par exemple, pour ceux qui vendent des produits, rédigez des contenus qui vous sont propres, directement compréhensibles et utiles pour les utilisateurs, puisque de plus en plus, les algorithmes de Google sont capables d'étudier intelligemment le contenu d'un texte et sa pertinence. Associer des pages à chaque mot-clé groupe sélectionné, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas positionner une page sur 10 mots-clés différents. Il faut essayer de retenir, d'avoir en tête que une page, elle répond à une question, à un mot-clé ou un groupe de mots-clés. Dans cette même page, pensez à varier le champ lexical, c'est-à-dire n'hésitez pas à utiliser les synonymes, par exemple, plutôt que de répéter un même mot-clé, puisque là encore, Google est capable de comprendre de quoi ça parle et de comprendre effectivement les différents synonymes d'un mot. Bien organiser ces mots-clés, les structurer dans votre site, c'est-à-dire veiller à ce que l'arborescence, l'organisation des contenus soit pertinente. On parle souvent d'organisation en silos, c'est-à-dire que chaque partie doit être cloisonnée, chaque sujet doit être cloisonné. Je vais faire un parallèle que je fais souvent dans les cours sur le référencement naturel. Lorsque vous arrivez devant un commerce, on va dire une librairie, eh bien déjà, vous arrivez devant l'aventure, vous voyez, on vous dit librairie. On vous dit pas exactement quel type de livre vous allez trouver dedans, pas toujours, mais en tout cas, vous savez que c'est une librairie. Donc, vous savez que vous pouvez acheter un livre. Ensuite, lorsque vous arrivez dans la librairie, parfois, ou dans une médiathèque, les rayons sont indiqués. Vous avez un rayon histoire, un rayon scientifique. Donc, vous allez commencer à y aller par sujet. Et puis ensuite, au sein même de ces rayons, vous avez une autre classification qui peut être par auteur, qui peut être par thématique. Eh bien, voyez votre référencement pareil. Votre page d'accueil doit être le reflet
le plus générique de ce que vous faites et parler plutôt de votre marque ou de ce que vous faites, de votre positionnement. Et ensuite, les sous-pages doivent répondre à des questions très, très précises. Il faut penser aux liens que vous pouvez créer. On a vu tout à l'heure que Google explore les liens, maillage interne ou maillage, donc c'est-à-dire les liens internes à votre site, et puis les liens externes. Donc d'abord, il faut faire en sorte de lier vos contenus entre eux. Si vous, vous connaissez Wikipédia, bien entendu, vous avez vu que sur Wikipédia, vous pouvez passer d'un article à l'autre en cliquant sur des liens. Ce n'est pas que pour la navigation transversale, c'est aussi parce que en termes de référencement naturel, c'est une pratique qui permet de gagner des places. Sur les blogs que vous fréquentez, vous avez certainement vu ça aussi, que les articles sont liés entre eux, puisque ça va permettre de créer effectivement un écosystème ou une logique entre une thématique et des contenus. Et c'est valable aussi avec les sites. Souvent, on n'a pas envie de faire des liens avec les autres sites, que ce soit des liens sortants ou des liens entrants, surtout des liens sortants, on rechigne un peu à les faire. Bien, n'hésitez pas. Par contre, ce qui est important, c'est la qualité, encore une fois. Ne faites pas des liens tous azimuts, puisqu'en plus, Google va être capable à la fois d'étudier la proximité des liens dans une page, si vous faites beaucoup de liens, pour bannir les sites qu'on appelle des fermes de liens, qui font beaucoup de liens vers d'autres sites d'un même sujet pour gagner des places. Et puis, la qualité de ces liens. Choisissez vos partenaires comme étant des partenaires qui parlent vraiment du même sujet que vous et qui ont eux-mêmes un bon positionnement dans Google. Une fois que vous avez votre contenu, qui est votre matière première, eh bien, il faut optimiser votre site. Alors, d'abord, ça passe par le respect des bonnes pratiques de rédaction et de mise en page orientée, référencement naturel. Lorsque vous mettez un titre dans une page, lorsque vous mettez du gras, lorsque vous faites des mises en forme quelconques, il faut savoir que ces mises en forme sont une indication pour le lecteur. Eh bien, c'est une indication pour le moteur de recherche. Lorsque vous lisez un journal, souvent, ou un magazine, vous allez scanner rapidement, vous arrêtez sur les titres, sur les phrases en exergue, eh bien, l'algorithme de Google, c'est pareil. Il va regarder les mots. Et effectivement, on aurait tendance à mettre un superlatif comme génial en gras, alors que c'est peut-être pas génial qu'il faut mettre en gras, mais c'est le nom du produit ou du service qui est important de mettre en gras, puisque c'est ça que la personne vient chercher. Il faut également respecter les bonnes pratiques d'ergonomie, qualité, accessibilité. Donc là, pour ça, il y a des référentiels qui existent, puisque là aussi, ce sont des critères que Google prend en compte très sérieusement sur la qualité du référencement naturel. Donc, il faut que votre site soit conforme à ces exigences d'accessibilité, qualité et ergonomie, puisque c'est la garantie pour vous d'une bonne visibilité dans les résultats. Les performances techniques, un site qui va vite, donc ça veut dire utiliser des images pas trop lourdes ou faire en sorte qu'elles soient rapides à charger, ne pas trop mettre de contenu d'animation qui vont ralentir votre site. Donc là, c'est un critère assez technique, mais il y a des outils pour le mesurer. Je vous les ai également mis en pied de slide. Il faut penser à soigner votre réputation. Ça, c'est lié directement, effectivement, à ce que je vous disais sur le critère d'autorité. N'hésitez pas à déjà mettre en place un dispositif de veille, comme Google Alert, par exemple, pour savoir un petit peu ce qui se dit sur vous sur le web. Et puis, si vous avez des talents de rédacteur ou que vous pouvez aider les utilisateurs, les internautes, en répondant à des sujets sur des forums ou en contribuant à des articles en commentaire, sans bien entendu faire votre publicité pour pas être viré par les modérateurs, mais voilà, en contribuant, en produisant des articles sur des plateformes de contenu, vous soignez votre réputation d'auteur qui va impacter, si vous mettez votre site en lien quelque part ou si votre nom est cité sur votre site, qui va directement impacter votre réputation et peser dans l'algorithme sur le critère EAT. Une fois qu'on a fait cette optimisation, bien, ça s'arrête pas là, en fait. Il faut tout le temps évaluer, améliorer au regard des algorithmes. Donc d'abord, surveillez vos statistiques et les performances de recherche. Vous pouvez utiliser, par exemple, la Google Search Console, qui est un outil de Google gratuit qui vous permet de voir comment se positionnent vos sites dans les résultats de recherche et quels sont les mots-clés qui sont utilisés par les utilisateurs pour pouvoir trouver votre site. Vous allez voir si ça correspond à ce sur quoi vous voulez vous placer. S'il y a une discordance, eh bien, c'est soit parce que vous n'avez pas choisi les bons mots-clés, soit parce que vous n'êtes pas visible sur les mots-clés sur lesquels vous souhaitiez l'être. Donc, ça peut être un indicateur. Vous avez des outils spécialisés aussi dans le ranking. Là encore, j'en ai listé tout un tas au bas de la slide. N'hésitez pas. C'est pas parce que vous pensez avoir tout bien fait et que tout se passe bien que vous êtes dispensé de faire un petit audit complet sur votre site. Là aussi, je vous ai mis des outils qui sont très bien, comme My Ranking Metrics, qui coûte pas très très cher à l'usage, qui permet d'auditer complètement votre site et toutes les pages, qui peut se coupler si vous utilisez Google Analytics par exemple et Google Search Console, qui peut se coupler à ces outils pour pouvoir faire un audit. SEMrush aussi fonctionne comme ça, vous permet d'auditer votre site et de vous faire des recommandations pour optimiser votre site encore plus.
Bien entendu, apprendre de vos expérimentations et retours utilisateurs, pas rester sur ses acquis, être à l'écoute des retours utilisateurs pour toujours améliorer son référencement. Voilà, j'ai été très très vite sur la fin, je suis désolé, mais c'est que le temps tourne et que je voudrais laisser la place aux questions. Juste une dernière astuce que j'ai pas dit, oui, si vous avez un doute sur un mot-clé, sur la visibilité d'un mot-clé, ou que vous souhaitez lancer un produit, un service, ou que vous voulez savoir si ça clique, vous pouvez lancer une petite campagne Google Ads sur ce sujet-là. Ça vous donnera des statistiques très rapides sur le comportement des utilisateurs et ensuite vous pourrez l'appliquer à votre référencement naturel. Super. Merci Christopher. Ouais, je suis désolé, j'aurais pas le temps. J'avais préparé quelques aperçus des outils que je vous ai listés, mais ils sont assez simples d'utilisation. Voilà, je les passe rapidement. Voilà à quoi ressemble SEMrush. On met un nom de domaine et puis on obtient tout un tas d'outils sur la génération des liens entrants, partenaire que je peux avoir, mais l'analyse des mots-clés. Ici, on a un résultat d'audit de MyRankingMetrics, voilà, qui vous donne une notation et puis critère par critère, en fait, vous avez les pistes d'optimisation, des outils pour mesurer la vitesse du site, voilà, et des recommandations à destination des développeurs ou de vous-même par Google, ou voilà, GTmetrix, qui est un autre outil un peu plus technique qui va donner des indications sur ce qu'il faut faire. Alors, on a quelques questions dans le chat, donc je vais te les poser. Je suis tout oui. Alors, on commence par celle de Nico qui nous demande: le SEA impacte-t-il négativement le SEO? Et il s'explique: Google pouvant se dire que je suis prêt à payer pour un mot-clé, alors il me dégrade mon SEO pour me forcer à faire du SEA. Alors, officieusement ou officiellement, j'ai jamais entendu parler de ça. Par contre, sur le terrain, on a vérifié l'inverse. Comme je disais tout à l'heure, que le fait de lancer une campagne SEA sur un terme va ponctuellement donner de la visibilité à une page. J'ai notamment un client qui est motoriste sur un sujet très très spécifique. Il avait des produits, des pièces automobiles qui étaient noyées dans les résultats de Google. Il a fait une campagne sponsorisée pour leur donner de la visibilité et comme par miracle, ces pages sont remontées dans les résultats naturels quelques semaines après. Et une fois qu'il a arrêté sa campagne, les pages n'ont pas plongé. Et ça, pour moi, c'est directement lié aux critères de taux de clic dans les résultats de recherche. Google, même si voilà, on a tendance à dire que c'est le diable, je pense pas qu'ils aillent jusque là pour pénaliser les résultats naturels au regard voilà, d'un référencement sponsorisé. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de littérature officielle ou officieuse qui irait dans ce sens-là. Ok. Alors, on a une autre question de Mathieu. Pour alimenter un blog, si on est nouveau, donc sans autorité, est-ce qu'il faut mieux utiliser des articles de personnes faisant office d'autorité pour être mieux référencés? Alors, à condition que ces articles soient rédigés spécialement pour votre blog, c'est-à-dire ne pas faire de copier-coller. Si vous faites du copier-coller de ces articles, même en changeant quelques phrases, ça peut être assimilé à du contenu dupliqué. Duplicate content au sens de Google. Et ce qui va se passer, c'est que votre page ne sera pas référencée. En fait, elle va être mise en lien peut-être dans les autres résultats de Google. On va avoir en bas de la page résultats qui pourraient vous intéresser, choses sur lesquelles personne ne clique. Dans ces cas-là, si vous reprenez un article, alors vous pouvez le faire pour gagner en autorité. Ce qu'il faut faire, alors c'est un peu technique, il faut utiliser ce qu'on appelle l'URL canonique. C'est-à-dire, alors bien entendu, citer votre référence. Et dans le code source, en fait, vous pouvez indiquer l'URL de référence pour ce contenu, si c'est un vrai copier-coller, qui va indiquer le site à prendre en référence pour ce contenu. Et ça, c'est apprécié par Google, justement. Vous allez effectivement potentiellement impacter votre note d'autorité. Cette page-là ne sera pas visible, bien visible dans les moteurs de recherche si c'est du contenu dupliqué, mais va effectivement améliorer votre notoriété sur le sujet, et y compris à travers le lien que vous allez faire vers l'article d'origine, puisque vous allez créer un maillage externe, créer un lien sortant vers ce site-là qui va, au niveau de la compréhension du mot, par Google, va indiquer que vous êtes en lien avec ce sujet-là. Super. Alors, une autre question, Adeline, est-il plus pertinent de payer pour une campagne Google Shopping plutôt que du Google Ads qui donne un peu moins de visibilité sur le produit? Je serais tenté de dire oui. Si vous vendez des produits, tentez-le. Ça coûte pas beaucoup plus cher déjà, puisque c'est un peu le même système de fonctionnement. On l'a vu dans les résultats. Et si vous observez, d'ailleurs, là je dirais aussi pour
modérer ma réponse. Prenez quelques-uns d'utilisateurs cibles si vous en avez sous la main ou des gens de votre entourage. Faites-leur faire une recherche sur un sujet proche du vôtre et voyez s'ils cliquent sur les liens de shopping. Personnellement, moi, ça, je l'ai remarqué avec des tests utilisateurs. Ils ont tendance à plutôt cliquer sur l'image. Alors, c'est encore plus valable pour les personnes les plus âgées, pour les boomers ou les seniors, qui vont beaucoup utiliser l'image pour naviguer. Donc, oui, je dirais le résultat Google Shopping, alors à condition que vous soyez bien placé en prix, c'est toujours pareil, hein, va être intéressant. Si jamais votre produit a une très bonne un positionnement de prix, il y a de la concurrence, mais il y a d'autres personnes qui le vendent moins cher, à ce moment-là, vous pouvez mixer le résultat de recherche naturelle. Et puis, de toute façon, vous pouvez tester Google Shopping, vous pouvez mixer avec des annonces, et encore une fois, voyez ce que ça vous rapporte et adaptez votre référencement payant par rapport à ça. La règle qu'il faut penser, c'est bien mesurer combien vous a rapporté une annonce ou un format. En gros, si vous payez 10 € pour en gagner un, abandonnez. Ce qu'il faut effectivement, c'est faire en sorte que si une annonce vous a coûté 1 €, ben, elle essaie de vous en rapporter plus que 1 €. Voilà. Et ça, c'est le meilleur conseil que je puisse donner, de bien surveiller vos statistiques pour savoir combien vous coûte chaque clic. Yes. Et vos rapports, surtout chaque clic. Surtout. Alors, on a une autre question de Nico. Quel est le nombre d'avis minimum à avoir pour une page pour que celui-ci apparaisse dans les recherches en SEO? Alors, je voudrais pas vous dire de bêtises. Je crois que c'est un peu pareil. C'est à partir de 50 ou 100 avis. J'ai plus le chiffre en tête pour pouvoir avoir vos résultats. Alors, il y a un truc aussi, je l'avais mis en astuce, je l'ai pas évoqué. Il y a ce qu'on appelle les données structurées. Selon ce que vous proposez, si c'est des articles de blog, si c'est de l'événementiel, en fait, vous pouvez faire en sorte que dans le code source de votre site, certaines caractéristiques, certaines informations soient dans un format qui est compréhensible par Google, notamment pour mettre ses résultats à des endroits spécifiques. En gros, c'est savoir qu'un événement est un événement, qu'un article est un article. Voilà, donc ça, c'est des données qui sont importantes. Sur les avis, donc tout comme c'est les données structurées, ne soyez pas surpris si d'un résultat à l'autre, vous ne voyez pas l'information apparaître, même si vous l'avez vu par le passé. C'est parce que parfois, Google affiche ou pas cette information. C'est selon le serveur qui répond, encore une fois, ou la réponse de l'algorithme au moment du traitement. Parfait. On a une question des somnambules. En moyenne, quel est le délai pour être... Bonjour les somnambules. Pour être indexé par Google? Ah, alors pour les plus anciens, c'est comme le refroidissement du fût du canon. Voilà, vous chercherez sur Internet pour les plus jeunes. En fait, ça peut être très rapide. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté, vous mettez un site en version démo, vous oubliez d'interdire l'indexation pour les moteurs de recherche et dès le lendemain, c'est fait. En fait, les robots de Google scannent en permanence le web. Une page qui est mise en ligne, alors on va donner un délai quand même. Comptez quelques jours pour que votre résultat apparaisse. Si vous tombez au bon moment, si l'indexation se fait, le passage du robot se fait au bon moment, si votre site en plus est lié à pas mal d'autres sites, en fait, s'il est très visible, notamment dans le cas d'une refonte par exemple, ou de l'ajout de page sur un site qui a pignon sur rue, une bonne visibilité, ça va être très rapide. Pour un tout nouveau site, ça peut prendre quelques jours à, allez, maxi quelques semaines si vous êtes dans un bac à sable, si Google analyse encore les résultats. Mais en général, c'est très, très rapide. Au-delà de quelques jours, vous pouvez commencer à vous inquiéter. Ok, top, merci. Alors, Lola nous demande quel est le nom de l'outil d'évaluation Google. Je crois que c'est Guidelines for Readers, c'est ça que tu avais donné. Oui, alors voilà, vous avez, là, voilà, le Search Quality Evaluator Guidelines, c'est un document. C'est pas un outil d'évaluation, c'est un document. Alors en anglais, je suis désolé, il n'existe pas de version française, qui est les consignes données aux personnes pour évaluer la qualité d'un résultat. Après, vous avez au niveau de la slide, des slides sur l'évaluation de la qualité, vous avez mis tout un tas d'outils. Vous avez notamment un outil, alors vous avez des outils comme Screaming Frog SEO, qui est un outil qui a une partie gratuite, mais qui est un peu complexe d'usage, moi je le trouve personnellement. Sinon, vous en avez un qui vous permet déjà de vous faire une première idée, qui s'appelle Search. Je crois que c'est search.edu.
Alors, surtout pour les débutants, ça peut être intéressant pour les initiés, il y a des outils qui sont peut-être plus pertinents, mais cet outil-là, en fait, vous lui mettez une URL, allez, on va mettre spn.asso.fr, vous pouvez mettre un mot-clé pour faire cette évaluation au regard d'un mot-clé, vous lancez une requête et en fait, il va scanner les principaux critères liés au référencement naturel et vous donner des indications d'amélioration. Voilà, un outil tout simple. Après, dans ceux que je vous ai listés, un SEMrush, vous avez Moz, vous avez Majestic SEO. Enfin, il y a plein d'outils qui sont souvent payants, qui vont vous donner voilà, une idée précise. Sur du one-shot, je recommanderais vraiment cet outil-là, la MyRankingMetrics. J'ai aucun lien commercial avec les outils que je cite, hein. Mais voilà, MyRankingMetrics, c'est un outil qui a été créé par l'auteur d'un site qui s'appelle WebRankInfo, qui est un très bon site de référence sur le référencement naturel, et qui a créé un outil pour auditer le site. Et cet outil fait des rapports très, très complets sur vos pages, et notamment c'est un des seuls outils qui prend en compte ce qu'on appelle les pages zombies. Ce sont des pages en fait qui ont très peu de visibilité dans les moteurs de recherche et qui sont très peu consultées. Le rapport est très très long, comme vous pouviez le voir, hein. Il prend en compte les temps de chargement, le positionnement des mots-clés dans les titres, etc. Et en fait, l'avantage, c'est que si vous n'avez pas beaucoup d'URL, et même si vous en avez beaucoup, vous ne payez qu'une fois pour le rapport, c'est pas un abonnement. Contrairement aux autres outils où souvent c'est des abonnements mensuels. Donc, ça peut valoir le coup pour quelques dizaines d'euros d'avoir un bon audit complet qui est un bon préalable avant d'optimiser. Je reviens sur Sorge, voilà à quoi ça ressemble, hein. Voilà. Là, on me dit, ben voilà, j'ai des warnings sur certains éléments, j'ai voilà, la visibilité externe du site, j'ai ce que voient les mots-clés que voient effectivement les moteurs de recherche, les erreurs, là par exemple. On a une absence de H1, ce qui est assez grave en termes d'accessibilité et de référencement. On n'a même pas de H2. Voilà, les images, etc., etc. Donc ça, c'est un outil qui permet de faire un tour rapide. Top. Et alors oui, je le rappelle, Christopher a la gentillesse de partager sa diapo, donc je vous enverrai le mail avec le contenu. On a une autre question de Mathieu. Est-ce que le Black Hat SEO est encore intéressant aujourd'hui? Oui, parce qu'il y a encore des gens qui en font. Alors, là, je suis très réservé sur cet avis. Alors, j'ai de très bons amis qui en font. Donc, on a souvent des discussions à ce sujet-là. Et alors, pour vous donner une illustration, un de mes très bons potes, hein, qui fait du Black Hat, aujourd'hui, après plusieurs années de Black Hat, commence à s'intéresser aux bonnes pratiques de qualité pour revenir sur du référencement officiel et plus valable. Parce qu'en fait, le Black Hat, c'est bien pour du one-shot. C'est-à-dire ça permet d'acquérir rapidement, de générer rapidement du trafic sur un site en allant cibler. Alors pour les gens qui connaîtraient pas, hein, c'est une pratique qui va consister à créer potentiellement des faux sites ou des fausses applis ou des fausses vidéos parlant d'un sujet très très tendance pour générer du trafic. Par exemple Fortnite, souvent c'est utilisé, on va chercher des personnes, hein, sur des sujets de jeux vidéo ou des audiences spécifiques sur des sujets très très tendance. Alors, le côté négatif, c'est que c'est pas une bonne pratique. Hein, on sait très bien que c'est une pratique qui utilise des travers et Google n'aime pas les bonnes pratiques. Donc, d'abord, ça ne peut être que temporaire pour générer du trafic vers un site qui n'a pas vocation à rester, puisque le problème, c'est que si jamais vous êtes mal noté, que Google vous met sur une liste noire, du coup, à faire du Black Hat, si vous êtes blacklisté, vous allez ramer pour justement sur l'autorité de votre domaine. Donc, c'est une pratique, moi, que je déconseillerais, sauf à faire du one-shot sur un site qui va ouvrir, fermer et voilà, générer de la visibilité très vite. Je ne devrais pas dire ça parce que le Black Hat, c'est pas bien. Mais dans la réalité, ça fonctionne pour générer du trafic. Mais encore une fois, c'est du one-shot et c'est pas très qualitatif. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez ouvrir les micros si vous le souhaitez. Arrêter le partage d'écran, peut-être. J'ai pas d'autres questions. Oui, Franck, le sujet est très vaste. C'est pour ça qu'une heure, c'est pas beaucoup. Je suis désolé d'avoir dû parler vite, accélérer un petit peu.
Voilà, mais effectivement, c'est un sujet complexe. Alors, je vais prêcher pour ma paroisse, mais pas que, hein, pour celle des professionnels du numérique. C'est un sujet qui mérite de l'accompagnement, malgré tout, si vous avez le temps. Et que le sujet vous intéresse, c'est un sujet qui peut être en grande partie gérable par vous-même. J'ai beaucoup dans mon entourage de connaissances ou de clients qui prennent le temps de s'intéresser au sujet et qui arrivent à obtenir de très bons résultats, notamment sur l'amélioration de la qualité de leur contenu, sur la production d'articles, en ayant compris le fonctionnement. Donc effectivement, faut pas avoir peur. Je recommande d'ailleurs, alors notamment pour Google Ads, vous avez des cursus de formation gratuits chez Google. Ça doit s'appeler Skillshop maintenant, Google Skillshop, ou même ne serait-ce que les blogs d'aide de Google, qui vous permettent de suivre des contenus et de comprendre les bases, voilà, du référencement naturel ou du référencement payant. Et c'est vraiment des outils très très utiles pour mieux maîtriser. Mais ça nécessite du temps. Voilà, donc pensez surtout, encore une fois, de bons contenus, des contenus pertinents pour l'utilisateur, un site web de qualité. Voilà, je lis les commentaires en même temps. Un site web de qualité, déjà, c'est voilà, un pilier pour votre référencement naturel avant même de penser à de la technique ou à autre chose. Ah, top. Merci au Logic Chalon. Super retour. Et merci à Mathieu. Et en effet, Christopher, merci pour ta présentation. Je vous en prie. N'hésitez pas, c'est la dernière fois qu'on se retrouve pour ces cahiers de vacances. J'espère surtout que vous avez apprécié passer ce temps avec nous. En tout cas, pour nous, c'était vraiment un moment super convivial et on a vraiment apprécié passer ces 8 semaines avec tous nos professionnels et vous-même. Donc, merci à tous. N'hésitez pas, vous avez le replay qui va être disponible sur notre chaîne YouTube. Vous avez les 8 conférences si vous n'avez malheureusement pas eu l'opportunité de toutes les visionner. En tout cas, vous pouvez revenir vers nous si vous avez la moindre question. Et ben, je vous souhaite de voir vos sites en première position Google très prochainement. Et puis, si vous n'avez pas de questions, je vais vous libérer et je vais vous souhaiter un bon appétit, une bonne après-midi. Au revoir. Merci à tous et à toutes.